si je n'ai pas de diabète, que mon corps physiologiquement construit ce bébé, c'est que ce bébé est totalement capable de passer à travers mon corps et de naître. Enfin, pour moi, ça, c'était même pas discutable. Dans tous les cas, voilà, mon corps le crée, mon corps est capable de le mettre au monde, ça c'est sûr et certain. Malgré que je fasse 1,50 m, je fais 1,54 m précisément, je fais 49 kilos. Euh, mais c'est comme ça, enfin, c'est ok, je savais qu'il allait passer. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue ici Abigail, je suis contente de t'accueillir. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter rapidement? Oui, bonjour, merci déjà de m'avoir invitée. Je suis trop contente d'être là. Moi, c'est Abigail, j'ai 24 ans, j'ai deux enfants. Professionnellement, je suis une doula qui accompagne les naissances à domicile. Je pense que ça influe aussi pas mal sur ma vision des choses et mes façons de faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Tu veux savoir autre chose? Bah écoute, non, ça me va. Alors, en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, pour celles qui arrivent, en fait, j'ai découvert ton compte par hasard. Je scrollais sur Internet et je suis tombée sur un de tes réels où t'expliquais comment est-ce que tu avais accouché, tu avais réussi à accoucher d'un gros bébé sans complications, je crois, c'est ça que tu disais. Et ta conclusion, c'était j'ai accouché à domicile. Et en fait, je me suis dit, waouh, ça, c'est le genre de récit que j'ai envie d'avoir parce que, comme on disait, les gros bébés, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux femmes. Et j'avais envie justement que tu puisses nous partager un petit peu le récit de ton accouchement, comment est-ce que tu t'es préparé, comment tu as vécu tout ça. Mais avant d'aborder le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, donc toi c'était ton deuxième accouchement, dans les grandes lignes, pour ton premier accouchement, si tu avais un projet d'accoucher avec ou sans péridurale et comment s'est déroulé ton premier accouchement? Oui, donc effectivement, c'était mon deuxième. Donc pour mon premier, j'ai accouché 17 mois avant. J'avais un projet d'accouchement à domicile aussi. Et du coup, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait en dernière minute parce que j'ai fissuré et le liquide était légèrement teinté. Avec du recul, je ne serais pas partie à la maternité puisque je l'avais seulement fissuré et non pas rompu. Donc si ce liquide était légèrement coloré, c'était sûrement pas du méconium du coup. Mais bon, avec des si, on peut refaire plein de choses. Donc voilà, je suis partie à la maternité. Le travail a été très très long, enfin très long, pas si long que ça, mais long pour un travail en maternité, forcément. Quand ça commence à prendre un peu trop de temps, il faut accélérer les choses. Donc c'est ce qui a été fait. Donc je me suis retrouvée sous ocytocine de synthèse et puis le travail est devenu dur, très dur, et j'étais terrorisée d'accoucher à l'hôpital. Enfin vraiment, pour moi, c'est une vraie phobie d'accoucher à l'hôpital. Donc j'étais totalement terrorisée et j'ai préféré prendre la péridurale parce que déjà ça devenait trop dur pour moi, mais même pas forcément dur physiquement, même si ça le devenait forcément, surtout sous ocytocine de synthèse, sauf que ça devenait beaucoup trop dur émotionnellement. En fait, je pleurais, je faisais que pleurer. C'est-à-dire que j'avais une contraction, je me concentrais pour passer la contraction et la contraction finissait et je fondais en larmes. Et c'était ça tout le temps. Donc, j'ai préféré prendre une péridurale pour me sentir plus détendue et avoir moins peur de ce qui pouvait potentiellement m'arriver. Je sais que c'est particulier comme choix parce que sous péridurale, bah forcément, on a beaucoup plus de chances d'avoir une cascade d'intervention. Mais bon, j'étais déjà sous ocytocine, donc je me suis dit, perdu pour perdu, c'est parti. Et oui, effectivement, enfin, ça s'est assez mal passé. J'ai quand même accouché par voie basse, mais pas de façon la plus douce. Donc, ventouse, etc. Et personnel pas très agréable. Pas tout le monde, heureusement. Je suis tombée quand même sur une ou deux sages-femmes qui étaient vraiment adorables. Donc, c'est cool dans ce genre de moment qu'on puisse quand même se rattacher à une ou deux personnes. Mais ouais, non, sinon, la plupart des personnes n'étaient pas du tout agréables et c'était assez violent. Et puis à la fin, il y a eu, en fait, quand j'étais à peu près à 9 centimètres, en fait, j'ai voulu me mobiliser parce que ce que j'ai fait, c'est que j'avais cette péridurale, sauf que je la voulais vraiment très, très peu dosée. Donc en fait, on me l'a posée et j'ai plus jamais réinjecté de péridurale dans l'idée de pouvoir ressentir au maximum, pour pouvoir coucher dans la position que je voulais, etc. Et en fait, à un moment donné, bah, j'étais à 9 centimètres et j'ai décidé de me déplacer. Et en fait, en me déplaçant, on a perdu le son du cœur de mon fils, en fait. Mais on a juste perdu le son. Enfin, tout va bien. Sauf qu'en fait, ça a été la panique à bord. Et je me suis retrouvée à 9 centimètres, les pattes en l'air, en train de devoir pousser, tout le monde qui me gueule dessus, tout le monde qui arrive, ventouse, etc. Enfin bref.
Ça s'est fini en catastrophe. Donc vraiment ce passage-là très traumatique. Et puis même après l'arrivée, enfin, personne n'était doux avec mon fils qui venait d'arriver sur Terre. C'était extrêmement violent. Moi, on était violent avec moi. Et puis là, j'ai eu toutes les moralisations pas possibles. Et puis vous voyez, si vous auriez accouché chez vous, imaginez ce qui se serait passé. Et en fait, à ce moment-là, c'est ça qui m'énerve aussi, hein. Il y a un truc de fou, c'est qu'on se permet de d'attaquer des femmes qui sont en train d'accoucher ou qui viennent d'accoucher, qui sont dans le moment le plus vulnérable de leur vie, clairement, et on se permet de venir les attaquer et de les juger, alors qu'en fait, à ce moment-là, on a juste besoin de douceur et juste d'un gros câlin, en fait, même si c'est pas un câlin physique, mais un câlin énergétique où on se sent vraiment coucouné et ouais, pris en charge correctement, quoi. Donc voilà. Mm, Voilà dans les grandes lignes ce premier accouchement qui était assez mm, traumatique. mm. Et j'imagine qu'en plus, il devait être d'autant plus traumatisant puisque tu avais un projet d'accoucher à la maison. Donc j'imagine que toi, en amont, tu avais déjà fait tout ce travail, un petit peu de déconstruction de tes peurs, tes croyances. Tu voyais effectivement pas forcément l'hôpital comme l'endroit le plus sécur pour accoucher. Et donc là, tu t'es retrouvé finalement dans le schéma que tu voulais éviter absolument. Ouais, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, il y a un des médecins qui a osé me le dire, du genre, voilà, quand on est trop rigide et quand on veut absolument ce qu'on veut, bah voilà quoi, c'est de ta faute si Mm, tu le fais mal, en gros. C'était un peu ça. Mais oui, j'avais déjà fait tout ce travail-là avant. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée depuis que je suis toute petite par la naissance, vraiment. Et, j'avais déjà fait tout ce travail avant et pour moi, j'étais persuadée que le meilleur endroit pour moi pour accoucher, c'était chez moi. C'est là que je me sentais en sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment pour moi, l'hôpital, c'est une vraie phobie, hein. Et tout ce qui est sphère gynécologique, obstétrique, de la médicalisation à cet endroit-là, c'est vraiment très traumatique pour moi. Et donc, je savais que je voulais absolument pas y mettre les pieds. Donc, me retrouver ouais, dans cette situation, j'étais jetée enfin, dans la gueule du loup, en fait. C'était vraiment ça. mm. Et donc là, Ouais, je me sentais comme une petite fille, tu sais, hyper vulnérable, qui se sent attaquée de partout. Et du coup, j'arrivais pas du tout à prendre mon pouvoir et me sentir puissante dans ce truc de OK, c'est moi qui enfante mon bébé. Genre, pas du tout. J'arrivais pas à me sentir comme ça et je me sentais attaquée de partout. C'était terrible. mm. Puis après, quand justement on connaît cette physiologie, on se rend bien compte que si tu arrivais à la maternité avec tes peurs, tu disais que tu pleurais. Enfin, physiologiquement, en plus, en termes d'hormones, de lâcher prise, il n'y a rien qui s'est mis en route. Ah bah, tout à fait. C'est pour ça que ça a été aussi long et c'est normal. Enfin, Mm, c'est normal. Le corps est hyper intelligent. Là, dans le subtil, tout mon corps était en train de capter clairement, t'es pas en sécurité, c'est pas le moment d'accoucher, quoi. Bloque tout, arrête, il faut pas accoucher tout mm, de suite. mm. Et malheureusement, tu es à la maternité et eux, ils veulent que tu accouches tout de suite. Donc, Ouais. ocytocine de synthèse pour relancer le travail, pour accélérer le travail. Et ensuite, toute cette fameuse cascade d'intervention qui amène à ce que tu te retrouves allongé, les quatre fers en l'air, avec forceps, ventouse et tout le tout team, quoi. Ouais, tout à fait. J'imagine que quand tu es tombée enceinte de ton deuxième, bah, tu n'avais pas du tout le projet d'accoucher à la maternité, pas le projet d'y remettre les pieds. Qu'est-ce que tu as fait différemment, sachant que, comme tu disais, avec du recul, tu savais que tu étais partie à la maternité, pas pour une raison médicale valable. Qu'est-ce que tu as mis en place pour ce deuxième accouchement pour éviter justement d'avoir des petites choses qui viendraient te faire peur et qui diraient, faut que j'aille à la maternité pour balayer autant que possible toutes les choses qui te feraient partir à la maternité pour de fausses raisons, entre guillemets. Alors, je pense que bah, déjà, le facteur le plus important qui a joué, c'est que à partir du jour où j'ai accouché, enfin vraiment le jour même de mon accouchement, a ouvert ma formation pour devenir doula. Donc en fait, à partir du moment où j'ai accouché, j'ai tout de suite démarré. En fait, j'ai commencé à me former donc sur 9 mois pour devenir doula. Donc ça forcément, ça m'a apporté énormément de clés. Donc avant, je m'étais énormément renseignée, j'avais pour projet de devenir doula, j'avais déjà pas mal de connaissances, mais effectivement, j'avais pas des connaissances aussi établies qu'une fois que j'avais fait ma formation, ça c'est sûr. Euh, et je pense aussi, autant ça peut être quelque chose de bien comme de moins bien, mais j'étais renseignée en amont pour mon premier, mais en même temps, je n'étais pas trop renseignée. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. Donc, j'avais appris plein de choses, mais en même temps, avec du recul, je pense que j'en avais pas appris assez. Et ce qui fait que je me suis laissée démonter par les peurs du monde médical, en fait. Et je pense que j'avais pas assez déconstruit à ce niveau-là et j'avais encore trop un attache extérieure à la vie médicale. Et c'était ça mon plus gros problème, je pense. Et donc, du coup, pour ce deuxième, bah déjà, je me suis formée pendant 9 mois pour devenir doula. Donc, il y a déjà ça. J'ai eu beaucoup plus de connaissances sur la physiologie de l'accouchement.
Et aussi, j'ai eu le temps de travailler sur ma propre histoire pour mon premier. Et j'ai appris à déconstruire des croyances qui sont ancrées dans le monde médical et oui, à comprendre qu'il y a des protocoles qui sont en vigueur et qui sont pas forcément bons. Voilà, il faut dire les choses. Il y a des protocoles en vigueur qui sont pas forcément bons et qu'en fait, leur peur à eux, c'est leur peur et c'est pas les miennes. Et ça veut pas dire que eux ont peur que mon bébé meure à ce moment-là, que mon bébé va mourir. Pas du tout, en fait. Et donc, j'ai surtout appris à déconstruire ça, ouais, je pense. À peut-être moins te faire influencer justement par la fameuse peur et les croyances de l'entourage ou du corps médical qui, dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu des cases, voilà, ton bébé est au-dessus de l'estimation de poids, oh là là, ça peut être une pathologie, ton bébé est encore tête en haut, voilà, oh là là, c'est une pathologie parce qu'il va naître par siège, enfin tout ça. Et c'est vrai qu'arriver à sortir un peu de ce conditionnement, c'est aussi un gros travail pour avoir plus confiance en soi et en son corps. Ouais, et c'est super dur. Enfin, on va pas se mentir, hein, c'est Mm. vraiment super dur. Ça demande un travail monstre, ça demande une confiance en soi vraiment immense, et ça demande d'avoir confiance en son bébé, de se connecter à lui et de pas. Enfin, c'est vraiment dur, hein, parce qu'on est vraiment dans un truc un peu hiérarchique où on a confiance, et c'est bien d'un côté d'avoir confiance en ses médecins, mais en fait, il faut comprendre que le seul spécialiste de notre corps et de notre bébé, bah, c'est nous, en fait. C'est nous, et c'est dur à le comprendre, mais ouais, c'est Mm. important. Bah, de toute manière, il y a deux visions qui s'opposent, hein. Il y a la vision du corps médical sur l'accouchement où eux, ils sont formés à détecter et à prendre en charge la pathologie. Et souvent dans les hôpitaux, ben, avec tous les protocoles, le fait qu'on n'est pas dans un bon environnement, ça amène à des complications et des pathologies. Donc ça confirme finalement leur vision. Comme ils te disaient, heureusement que tu étais à la maternité. Qu'est-ce qui serait passé si tu étais chez toi? Mais quand tu passes du côté physiologique, tu te rends compte que tout ça, Ça serait pas chez toi, arrivé? ça serait pas arrivé. Bah oui. Mais sauf que ça, ils n'arrivent pas à le voir en général, hein. Non. C'est très très rare. Les médecins qui arrivent à le voir, c'est rare. Mais il y en a, heureusement. Mm. Bah, c'est des médecins et je pense qu'ils font justement ce travail. Il y a un moment de se dire, attends, stop. Euh, Essayons de voir l'accouchement pas forcément toujours sous le prisme de la pathologie, mais voyons ça sous le prisme de la physiologie et en faisant confiance au corps des femmes, en leur bébé, en les laissant faire ce qu'elles savent faire. Mais ça demande aussi bien pour les soignants que pour nous un gros travail de déconstruction et je pense que c'est des décennies et des décennies de conditionnement, voilà, qui vont prendre du temps à changer, quoi. Ça va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Tout à fait. Et pourtant, ça fait très peu d'années que l'accouchement est médicalisé. Mais C'est ça qui est mais ouf. c'est devenu tellement ancré que maintenant, c'est la Mm, normalité. On oublie que c'est quelque chose de physiologique et naturel, en fait. mm, ouais. Il n'y a rien à faire. C'est magique. Pour cette deuxième grossesse, est-ce que j'imagine que tu avais quand même un suivi médical avec le minimum d'examen? Ouais, tout à fait. Oui, j'étais suivie par ma sage-femme à domicile, donc vraiment tout à fait le minimum du minimum. Et, euh, et ouais, j'étais hyper bien comme ça, et puis j'avais vraiment confiance là pour le coup. J'avais vraiment l'impression de plus avoir de peur. Vraiment, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir une peur en particulier. Et j'étais hyper confiante et je me disais, dans tous les cas, enfin, je vais accoucher chez moi, je le sais, je le sens, je vais accoucher chez moi, ça va rouler vraiment d'une sérénité totale. Une grossesse idyllique. Alors, je fais juste une petite parenthèse que je fais à chaque fois que je parle d'accouchement à domicile parce que je me dis peut-être qu'il y a des femmes qui vont écouter ce podcast et qui n'ont pas forcément les infos. Et juste pour reposer les bases de l'accouchement à domicile, déjà, il faut savoir que c'est légal en France d'accoucher à domicile, que ce soit avec ou sans sage-femme. On peut se faire accompagner par une sage-femme, mais c'est assez compliqué parce qu'elles sont très rares. Les femmes qui choisissent d'accoucher à domicile, c'est souvent des femmes qui ont mûrement réfléchi à ce problème, qui ont des grossesses à bas risque. Il n'y a pas de pathologie. Tous les voyants sont ouverts pour pouvoir accoucher à domicile. Et il y a aussi un minimum de suivi médical justement pour voir si la grossesse se déroule bien et que la femme puisse accoucher à domicile. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a encore cette image très fausse de l'accouchement, voilà, comme si c'était des femmes qui étaient complètement irresponsables, qui voulaient accoucher à la maison. Souvent, c'est loin d'être le cas et il y a quand même un minimum de suivi médical. Merci. Donc, donc tu disais que tu étais hyper sereine, pour toi, tu étais voilà, focus sur ce projet d'accoucher à la maison, tu avais ta sage-femme. Et j'ai cru comprendre que en fin de grossesse, tu as une estimation de poids de ton bébé qui t'a fait peut-être allumer certains voyants parce que ton bébé était estimé gros. Est-ce que tu peux nous parler de ce rendez-vous du coup? Oui, alors ça a relevé aucune insécurité chez moi, donc en fait ça m'a pas marqué plus que ça.
Mais je me souviens seulement que bah, j'ai été à cette dernière échographie. Et bah, déjà, l'échographie d'avant, je me souviens qu'on m'avait dit, oulala, mais il est super grand ce bébé. Enfin, déjà, on avait un peu posé les bases. Et donc, la troisième écho, là, on me dit, oula, mais il est carrément au-dessus des courbes. Là, il va naître à plus de 4 kilos si vous arrivez à terme. Je pense que, enfin, va falloir parler avec votre sage-femme à domicile parce que je pense que ça va pas être possible. Et moi, je vous conseillerais vraiment de refaire une écho à 36 semaines parce que vraiment, ça a l'air d'être un gros bébé. Voilà. Et donc là, tu disais que toi, ça t'a pas du tout inquiété. Non, en fait, la seule inquiétude que j'ai eue, c'est qu'on m'embête. Voilà. Ça a été la seule chose. Je me suis dit, oh non, j'espère qu'on va pas m'embêter, que ça va pas être rebelote à me parler d'accouchement à l'hôpital, etc. Donc, j'avais hâte d'en parler avec ma sage-femme, parce que, enfin, ma sage-femme, c'est une femme que j'adore vraiment. Honnête, c'est des très beaux liens. Et du coup, elle m'avait déjà suivie pendant toute ma première grossesse, et elle m'avait suivie en postpartum, et là, rebelote. Donc, vraiment, c'est une personne, enfin, c'est bien plus qu'une sage-femme pour moi, quoi. Donc j'avais hâte d'en discuter avec elle pour elle avoir son point de vue. Donc c'est ce que j'ai fait très rapidement. Et en fait, elle voyait que j'avais confiance, donc elle avait totalement confiance. Et puis, et elle savait que, enfin, elle était là pour voir mon premier accouchement. Donc elle voyait bien que je voulais absolument pas revivre la même chose. Donc en fait, elle m'a dit non, mais c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, on y va. Ok. C'est intéressant parce que souvent pour les sages-femmes, les estimations de gros bébés, ça peut être un critère d'éviction, j'aime pas ce mot, enfin bref, où elles peuvent plus t'accompagner parce qu'encore une fois, elles sont tellement surveillées, il y a tellement, enfin elles pourraient être emmerdées s'il y a quoi que ce soit qui arrive à domicile. Donc souvent, elles peuvent pas accompagner à domicile quand c'est des estimations de gros bébés. Ta sage-femme, elle a quand même pris le parti voilà, de continuer à t'accompagner dans ce projet. Ouais, mais elle est exceptionnelle, ma sage-femme. Effectivement, c'est sûr, mais Elle voilà. est exceptionnelle. Et bah, une sacrée paire d'années quand même qu'elle exerce pour les accouchements à domicile. Et elle a eu le temps de déconstruire beaucoup de choses. Et elle-même, elle est dans ce chemin de déconstruction de toutes les peurs. Et elle fait maintenant beaucoup plus confiance aux femmes qu'au système médical. Et ça lui réussit très, 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 très bien. Ce que je trouve génial là, à ce stade de ton récit, c'est qu'on voit vraiment cette opposition entre cet échographiste qui voit un gros bébé et oulala, faut refaire une surveillance parce qu'il va être gros et limite, j'imagine qu'on allait te parler de déclenchement et tout le tout team. Et à côté, t'as ta sage-femme, ok, ton bébé il est gros, enfin estimé en plus. Et pour qui c'est pas voilà, il y a rien d'alarmant. Donc c'est possible que deux soignants aient deux visions complètement différentes d'une même donnée en fait. Totalement. Et c'est bien pour ça que c'est hyper important de trouver le soignant avec qui on se sent bien, le soignant en qui on a confiance. Et ça, c'est quelque chose que je répète très, très, très souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que on n'est pas, enfin, on n'a pas pieds et mains liés à son soignant. C'est pas parce qu'on a eu quelques rendez-vous avec lui qu'on est obligé de terminer tout notre suivi de grossesse avec lui. Et très souvent, c'est ah, mais oui, mais il m'a donné un rendez-vous pour le mois prochain. On s'en fout. Tu l'annules, tu trouves quelqu'un d'autre. Enfin, cherche. On s'en fout. C'est vraiment, il faut se sentir bien avec le professionnel de santé qui nous accompagne. Et c'est vraiment hyper important parce que enfin, c'est pas rien. On doit avoir confiance, on doit se sentir bien. Et là, la preuve, pour moi, bah, ça a fonctionné. J'avais cet échographiste que je connaissais pas qui me dit ça. Et puis, bim, je parle avec ma sage-femme que je connais très bien. Et ok, bah, c'est ok pour toi, on y va, ça va le faire. Mm. Ouais. Ouais, j'imagine que cette sage-femme, elle aurait pas eu le même discours, elle aurait eu peut-être une hésitation en disant oui, mais c'est vrai, un gros bébé, peut-être qu'il y a des risques, peut-être que tu te serais moins senti en confiance aussi, moins Ah oui, ça focus sur m'aurait ton peut-être fait projet. douter. Ouais, Mm. carrément. Ah oui, ça m'aurait sûrement fait douter. Et là, du coup, bah, si en plus elle avait souhaité arrêter le suivi, bah, du coup, moi, je me serais posé la question, ok, mais qu'est-ce que je fais? Parce que jusqu'à maintenant, j'avais prévu un AAD, sauf que là, je me vois pas du tout accoucher à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que bah, je cède à ça et puis je vais accoucher à l'hôpital, quitte à revivre encore un accouchement traumatique? Est-ce que bah, j'accouche seule? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est sûr que ça aurait posé des problématiques vraiment différentes. Donc j'ai eu une chance en or que elle, ça ne lui fasse pas peur et qu'elle ait quand même confiance et qu'elle décide de continuer de m'accompagner. Ça, c'est sûr. Mm. Ouais, Mm. comme quoi le choix des soignants et le soutien, que ce soit soignant ou entourage, est juste mais hyper important quand on est enceinte, quoi. Ah oui, Mm. oui. Carrément. Je me rappelle aussi dans ton réel, dans la description, tu avais écrit comme quoi tu étais un petit gabarit, tu pas très grande, tu avais soi-disant un petit bassin, et ça aussi, c'est souvent des choses qu'on entend, que les femmes qui sont un peu petites, qui n'ont pas un grand bassin, si elles ont un gros bébé, bah voilà, ça pourrait être compliqué, ils pourraient rester coincés. Ça aussi, c'est tout un travail que tu avais fait de déconstruction, ça t'a pas... Alors, on sait que c'est pas une vérité absolue, effectivement, c'est pas parce qu'on a un petit bassin que notre bébé sortira pas, mais c'est des choses qu'on nous met tellement dans la tête qui peuvent nous faire un peu douter. Là aussi, tu avais fait un gros travail, c'est pas venu un petit peu égratigner ta confiance?
Honnêtement, non. Je pense que ça fait partie de toute cette déconstruction que j'avais fait en amont et surtout la compréhension de la physiologie et de très bien comprendre que là, si je n'ai pas de pathologie, oui, parce que ça, je l'ai bien précisé, mais à partir du moment où on a su que c'était un gros bébé, on a quand même fait un test pour le diabète. Et puis, effectivement, je n'avais pas de diabète. Donc, si je n'ai pas de diabète, que mon corps physiologiquement construit ce bébé, c'est que ce bébé est totalement capable de passer à travers mon corps et de naître. Enfin, pour moi, ça, c'était même pas discutable. Dans tous les cas, voilà, mon corps le crée, mon corps est capable de le mettre au monde, ça c'est sûr et certain. Malgré que je fasse 1,50 m, je fais 1,54 m précisément, je fais 49 kilos. Euh, mais c'est comme ça, enfin, c'est OK, je savais qu'il allait passer. Et, euh, et puis il y a même donc, des sages-femmes à domicile qui exercent très très bien, qui disent que dans tous les cas, enfin, ça peut pas bloquer en fait. Quand on respecte la physio, ça bloque pas. Et puis si dans tous les cas, à un moment donné, ça bloque, et ben on bouge un peu le bassin, on se met en squat, on remonte, ou alors on met une jambe derrière l'autre là en start run, je crois que ça s'appelle. On descend, on remonte, donc ça fait bouger tous les os du bassin, et hop, l'épaule se débloque et c'est réglé, bébé naît. Après, c'est sûr que si on est allongé sur le dos, que le sacrum ne peut pas s'ouvrir, que le bassin ne peut pas bouger, que ça bloque, ah bah oui, là ça bloque, là c'est embêtant, ça c'est sûr. Mais c'est ça en fait qui rend dingue, c'est quand on se penche justement sur cette physiologie, comme tu dis, un soi-disant gros bébé, parce que bon, faut aussi se rappeler que les estimations sont souvent fausses. Un gros bébé, si la femme elle est mobile, que son bassin est mobile, qu'on la laisse tranquille, bah son bébé il va sortir. On dit aux femmes, ouh là là, votre bébé est gros, donc allongez-vous, prenez une péridurale, ne bougez plus, ne buvez plus, et on va espérer qu'il sorte. Mais en fait, c'est complètement incompatible en fait. Ouais, je crois que c'est pour ça que toi et moi on fait ces métiers, hein, parce qu'il y a c'est pas logique, c'est pas Mm, logique du tout. Enfin, mm, ouais. et on continue ce discours pour faire peur aux femmes, mais en fait on fait tout l'inverse, on vient leur mettre des bâtons dans les roues. Moi c'est un truc, ça me rend dingue. Ouais. Ouais, ouais, et puis ces gros bébés, moi j'ai vraiment l'impression que c'est la maladie du siècle. Moi je fais des accompagnements de groupe pour les femmes qui veulent accoucher sans péri. Elles sont une dizaine sur le groupe, et ben je sais qu'à chaque fois, il y en a deux ou trois à qui on commence à parler de gros bébés pour les déclencher. On a vraiment l'impression que c'est une épidémie, quoi, que les femmes ne font que des gros bébés. C'est fou, quoi. J'ai déjà entendu ça. Oh, maintenant il y a beaucoup plus de gros bébés. Oui, oui, bah, Mm. c'est simplement une petite excuse pour venir déclencher tout le monde. C'est quand même beaucoup Mm. plus pratique de les avoir datés sur un agenda. C'est plus confortable quand le gynéco veut partir en vacances pour Noël. L'autre jour, je suis tombée sur un article du Monde, je voulais le mettre en story, un article du journal Le Monde qui montrait je crois qu'à partir de 1960 jusqu'en 2021, ils avaient fait un tableau de tous les jours de l'année avec les jours où il y a le plus de naissances et les jours où il y a le moins de naissances. Et quand on regarde ça, les jours où il y a le moins de naissances en France, c'est le 1er janvier, le 15 août, le 1er mai, le 8 mai, que les jours fériés. Et je me suis dit, mais c'est flagrant. C'est flagrant qu'il y a un lien entre le nombre de naissances et les déclenchements. Ils veulent pas que les femmes accouchent les jours fériés parce qu'il y a moins de monde et que c'est plus confortable de les déclencher avant, quoi. Donc ça, c'est toutes des choses où on en prend conscience quand on commence un petit peu à se pencher justement sur voilà, ces fameux protocoles, la physiologie, tout ça, quoi. Ouais. Mais on n'est pas des féministes hystériques comme j'ai pu voir dans ta story tout à l'heure. C'est ça. Ça C'est m'a ça fait rire. qui est ouf, c'est ça. C'est que du moment qu'on commence un peu à ouvrir sa conscience et à voir autre chose, on passe effectivement pour des féministes extrémistes, enfin voilà, et surtout très souvent les plus dangereuses et inconscientes. Justement, par rapport à ce déclenchement, ils t'ont pas parlé de déclenchement, ils t'ont pas mis la pression. Il n'y a pas un moment où ils ont voulu te mettre le grappin dessus en disant celle-ci, elle accouchera pas à domicile, on va la mettre dans la case grossesse à risque et on va la déclencher. Non, parce que j'avais zéro suivi à l'hôpital. Vraiment, enfin, je voulais pas du tout de suivi à l'hôpital, puis j'en voyais pas l'utilité dans tous les cas, tant que j'avais pas de pathologie et que j'en avais pas le besoin. J'avais pas de suivi à l'hôpital, donc c'est pour ça qu'on m'a pas pris la tête, tout simplement. Tant mieux. Parce que c'est vrai qu'après, pour sortir un petit peu de ce système-là, quand on a allumé des petits voyants, gros bébés et tout, je sais que moi, il y a des femmes où les maternités les appellent super souvent, Madame, venez tel jour, voilà, faut refaire une échographie, test du diabète, faut déclencher. C'est dur après voilà, de sortir des radars. C'est ça. Ouais, c'est dur de sortir de ça, mais j'ai déjà vu des femmes qui, même le jour où on voulait les garder pour les déclencher parce que c'était à dépassement plus 6 par exemple, ou quelque chose comme ça, qui décident de changer de maternité à terme plus 6, se dire, bah non, vous m'embêtez, là, vous me prenez pour une enfant qui sait pas ce qu'elle fait, bah ok, je vais changer de maternité, et qui changent quand même, et qui restent dans leur puissance, et qui décident où est-ce qu'elles vont accoucher. Enfin, je trouve ça dingue, mais c'est dur, encore une fois, par rapport à mon premier accouchement que j'expliquais tout à l'heure. Surtout quand on est complètement altéré en fin de grossesse ou en train d'accoucher et que du coup on est hyper vulnérable, c'est dur de tenir tête et de continuer à se faire confiance alors que tout le monde nous dit si tu fais pas ça, ton bébé il va mourir. C'est Mm. hyper dur.
Et puis surtout quand on est seul, parce que souvent dans ces cas de figure, même le conjoint commence un petit peu à douter, toute la famille, ça fait longtemps qu'ils croient plus en notre projet, et on est toute seule, et là c'est super difficile face à une équipe médicale de dire non, je me lève, je pars et je vais accoucher ailleurs. C'est pas donné à tout le monde, et il faut vraiment avoir une vraie confiance en soi, et surtout aussi beaucoup de soutien pour avoir quelqu'un à nos côtés qui dit oui, t'as raison, viens, on part. Ouais. Tu sais que j'avais entendu une histoire comme ça où carrément le médecin a pris le papa entre quatre yeux et lui a dit votre femme elle est incapable de raisonner, maintenant ça sera à vous de prendre les décisions pour votre bébé. Donc quand déjà et heureusement que ce papa, par contre, il a soutenu sa femme et il a décidé de continuer d'aller dans le projet de sa femme. Parce que là, déjà que pour toi, c'est difficile de garder le cap. Mais alors, si en plus, on t'infantilise à ce point-là et on prend ton homme entre quatre yeux en train de lui dire maintenant, tu raisonnes ta femme et c'est à toi de prendre les décisions parce que sinon ton bébé va mourir. Enfin, honnêtement, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ouais. Retour dans les années 1940, bonjour. Ah ouais, ouais. Ah non, vraiment, cette histoire-là, Ouais. ça m'avait choquée. Ouais. Vraiment. Mais moi, je sais que j'en ai beaucoup qui me le disent encore quand elles vont au rendez-vous anesthésiste, quand elles tombent sur un anesthésiste qui est plutôt pro-péridurale, et que la femme dit non, moi je vais accoucher sans péridurale, laissez-moi tranquille. Souvent, l'anesthésiste se tourne vers le mari et dit mais monsieur, raisonnez là, faites-lui prendre conscience qu'accoucher sans péridurale, c'est dangereux. Et là, je me dis mais on est en 2024, quoi. Il y en a encore qui essayent de passer par le mari pour raisonner leurs folles de femmes qui veulent accoucher sans péridurale. Heureusement qu'on en rigole, hein. Ouais, oui, il vaut mieux en rigoler, mais c'est vrai que ça me fait tellement de la peine pour toutes ces femmes qui n'ont pas cette information et qui sont justement cette femme qui se dit, mais je suis toute seule à vouloir accoucher sans péridurale, personne ne croit en moi, et en plus tout le monde essaye de me dissuader. Enfin, il faut avoir une sacrée force pour arriver à maintenir le cap sur son projet, quoi. Tout à fait. Mm. Et pour en revenir à toi, donc après cette estimation de poids de gros bébé, donc tu disais, t'as continué ta grossesse tranquillou, et jamais à un moment c'est venu par moment te dire, oups, attends, j'ai un gros bébé. Pour toi, c'était une non-information. Tout à fait. Vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça, hein, comme une non-information. Déjà, je me disais, c'est possible que ce soit complètement faux, tu vois, que l'estimation soit très mauvaise et que du coup, je me retrouve avec un bébé beaucoup plus petit qu'estimé. Et je me suis dit, dans tous les cas, s'il est gros, bah, si la tête sort, le reste sort, hein, donc ça va le faire. Vraiment, c'était ça. Ça m'inquiétait pas du tout. Ok. Et est-ce que tu peux justement nous raconter comment s'est déroulé ton accouchement? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour aider ce fameux gros bébé à sortir plus facilement? Bah, j'ai accouché à 2 jours de mon terme, donc ça n'a pas aidé pour que ce soit un plus petit bébé. Deux Euh, jours, 2 jours après le terme. Avant le terme, Ah, avant le terme, ok. J-2. Ouais, j'ai accouché à J-2. Euh, Tu veux que je te raconte quand même mon accouchement dans les détails, vraiment comment est-ce que ça s'est passé, ou tu veux des grandes lignes pour le grand bébé, enfin pour ce gros bébé? Non, vas-y, donne-nous des détails parce que je pense que s'il y a des femmes là qui attendent un gros bébé et qui sont un peu stressées, de savoir ce que tu as mis en place, comment tu as vécu les choses, voilà, donc donne-nous des détails. Ok, je donne des détails alors. Euh, alors, j'ai accouché en juillet dernier, enfin juillet de l'année dernière, donc 2023. J'ai beaucoup de contractions pendant ma grossesse, donc voilà, du début jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contractions. Et puis là, arrivé la fin de grossesse, j'avais un bide énorme, enfin vraiment, quand je revois les photos, je me dis, wow, c'est impressionnant. Surtout, bah, encore une fois, je fais 1,54 m pour 49 kilos de base, donc là, j'ai 22 kilos de plus, j'ai un bide énorme. Et donc justement, ce ventre énorme inquiétait pas mal les personnes que je croisais. Waouh, mais ça doit être un bébé énorme, mon Dieu. Ah oui. Ouais, non, easy, ça va le faire. Et donc à J-4 de mon terme, j'ai des contractions qui se mettent en route, mais là je sens que clairement c'est des contractions de travail qui commencent. Donc c'est le soir, on va coucher mon grand, tout se passe tranquillement. La soirée se passe, je sens que j'ai des contractions qui se mettent en route de plus en plus régulièrement, intensément, etc. Donc, je décide d'essayer de dormir un peu. J'arrive à dormir un peu. Je me réveille vers 3 heures du matin et là, je sens que ça commence à devenir vraiment plus intense, que c'est bien régulier et tout. Je me dis, ah, c'est cool, là, ça se met bien en place. Du coup, j'envoie un petit message à ma sage-femme où je lui dis juste, bon, tranquille, dors. Je sens que ça se met en place, mais tout va bien, tu peux encore dormir. C'est juste pour te prévenir parce que je pense que, voilà, je risque de t'appeler dans pas longtemps. Et donc là, elle m'appelle direct, elle me dit, ah, mais je suis juste à côté, je suis en autre accouchement. Donc écoute, nickel, toi, c'est un deuxième, ça va aller super vite. Je termine, j'arrive. Ok, pas de problème. Et sauf que pendant que je suis en appel, du coup, mon mari, il m'entend et donc il se réveille. Et donc là, il se réveille, il me voit que bah, pendant les contractions, je peux pas parler. Enfin, il voit que vraiment le travail, il est bien lancé. Donc, il s'inquiète. Enfin, il s'inquiète.
avec des grosses guillemets. Enfin, il se dit, OK, il faut que je prépare, ça va arriver, quoi. Donc, il se lève, il commence à tout préparer, il met la piscine et il décide d'aller réveiller notre grand qui est en train de dormir pour l'emmener chez mes beaux-parents, en fait, qui sont à 10 mètres, vraiment. C'est les deux maisons collées. Donc, il décide d'aller le recoucher là-bas. Et ça, c'est un détail, mais qui n'en est pas un parce que c'est hyper important. Et en fait, quand il a été chercher mon fils pour l'emmener, donc je le vois en train de dormir, donc il avait 17 mois à ce moment-là. Donc il dort comme ça, la tête posée contre son épaule, et je vois qu'il ouvre un peu les yeux, qu'il me regarde, et je voulais lui faire un bisou avant qu'il parte. Et en fait, je dis à mon mari, attends, je lui fais un bisou. Il dit, non, 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 il dort, laisse-le. Donc du coup, il part. Et sauf qu'en fait, ça paraît de rien. Mais moi, dans mon corps de femme là, qui était en train d'enfanter, hyper vulnérable, qui avait besoin de doudou, etc., bah, en fait, mon fils, là, à ce moment-là, enfin, c'était une source pour moi. J'avais besoin de lui faire ce bisou, j'avais besoin de lui faire un câlin et avant de le voir partir. Surtout que j'ai pas du tout l'habitude de dormir sans lui à la maison. Et en fait, il a fermé la porte et je me suis effondrée. Mais vraiment, je me suis effondrée à ce moment-là. Et en fait, bah, magie, le travail s'est arrêté. Voilà. Le travail s'est arrêté et en fait, là, ça me rappelle tous les récits de femmes où on te dit oui, j'avais des contractions hyper régulières et tout, donc je suis partie à la mat, je suis arrivée et là, bim, plus rien. Du coup, j'ai monté les escaliers pendant 1 heure, ça s'est jamais remis en route. Donc en fait, ça me rappelle tous ces récits-là et je me dis, mais clairement, c'est ça. Enfin, ça a tout coupé. Je me suis plus sentie en sécurité. Je me suis dit, mais en fait, non, mon fils, il faut qu'il soit là. Là, il est plus là, ça va plus, les conditions, elles sont plus bonnes, je ne veux plus accoucher. En fait, c'était un peu ça. Donc le travail qui s'arrête, j'attends un peu, je me dis c'est bizarre, j'ai plus de contractions qui reviennent, ok, bon, je fais un peu de ballon, je vais voir si ça relance tout ça. Ça se relance pas, ok, bon, bah, j'ai décidé de me coucher, un peu dégoûtée, mais je me couche, je me dis je vais me reposer, peut-être que ça va me réveiller à un moment donné, ça aura repris. Et donc j'arrive à m'assoupir un peu, je crois. J'ai une contraction à peu près toutes les heures qui me réveille, mais du coup plus du tout toutes les 2 3 minutes comme c'était le cas, quoi. Une contraction toutes les heures qui me réveille. Donc voilà, je continue ma nuit tranquillement. Au bout d'un moment, je vois que ma sage-femme m'envoie un message sur le téléphone de mon mari, du coup, en lui disant, je veux surtout pas embêter Abby, mais dis-moi comment ça se passe. Je suis devant la maison depuis plus d'1 heure, je veux pas rentrer tant qu'elle a pas besoin de moi et tout. Donc du coup, je l'appelle dans la foulée, je dis, mais je suis désolée, enfin, j'ai plus de contraction, quoi. Je lui ai dit, viens à la maison, viens te reposer un peu, parce que la pauvre, du coup, elle n'avait pas dormi. Donc, on lui a fait un lit pour qu'elle puisse se reposer. Donc là, il était 6 heures à peu près, je crois. Ouais, ça devait être ça, 6 heures. Et donc là, moi, bien réveillée, je décide d'aller me faire une petite marche. Je me dis, bon, on va voir si ça fonctionne. Pendant qu'elle est en train de dormir, moi, je vais aller faire ma petite marche. Et puis, si ça reprend, bah, tant mieux, elle est là, quoi. Et bah, ça reprend pas. Donc vers 9 heures elle se réveille et on en parle. Je dis, bah, je suis désolée, quoi, je t'ai fait venir, mais ça reprend pas du tout, je comprends pas. Elle me dit, est-ce que tu... Non, je crois que c'est moi qui lui ai demandé, je dis, est-ce que tu veux bien quand même qu'on regarde le col pour voir où est-ce qu'on en est? Elle me dit, ah bah oui, oui, vas-y. J'étais à 6 centimètres quand même, hein. Ah ouais. J'étais à 6 centimètres quand même. Et même comme ça, en général, tu vois, on dit, il faut pas arriver à la maternité avant 4 5 tu sais, pour le risque que ça puisse potentiellement s'arrêter. Du coup, là, j'étais quand même à 6 centimètres, même comme ça s'est arrêté. Et enfin, elle m'a dit que c'était 6 centimètres dilatable. Genre, tu vois, tu n'avais pas la tête qui appuyait et 6 centimètres bien en circonférence, mais c'était dilatable à 6 centimètres, quoi. Il manquait plus que la tête appuie, qui soit bien engagée et c'était réglé. Et puis, bah écoute, je suis restée comme ça pendant 48 heures, hein. 48 heures avec un travail hyper long, tu vois. Ça reprenait un petit épisode de contraction, ça s'arrêtait. Après, j'avais une contraction toutes les heures. On recommençait un petit épisode de contraction, ça se réarrêtait. Et en fait, je me dis, heureusement que j'accouchais chez moi, heureusement que ma sage-femme était extraordinaire, parce qu'il t'arrive un truc comme ça à l'hôpital, bah, ocytocine de synthèse, etc., etc., etc. On connaît la suite. Donc, heureusement que j'ai pu vraiment vivre mon travail comme j'avais à le vivre, en fait, et comme mon bébé avait à le vivre. Et c'était challengeant quand même, hein, parce que 48 heures de travail comme ça, quand tu sais que tu es à 6 centimètres et qu'en fait tu es proche du but, mais finalement ça se remet pas en route, tu sens que tu as des contractions, mais ça avance pas trop. Enfin, c'est challengeant émotionnellement, vraiment. Mais c'est qu'on devait le vivre. Et je faisais des siestes, j'allais marcher. Je faisais des siestes, j'allais marcher. C'était voilà, c'était ça ma vie pendant ces 48 heures, en train d'attendre que ce bébé décide de venir nous rejoindre. Et, et en fait, j'avais un rendez-vous d'acupuncture la veille, enfin le lendemain, du coup, je crois, où mes premières contractions ont commencé, que j'ai annulé. Je dis, bah là, je suis en train d'accoucher, donc ça sert à rien, je l'annule. Et sauf que bah, 48 heures plus tard, quand j'ai vu que je n'avais toujours pas accouché, j'ai recontacté cette sage-femme acupunctrice pour lui dire, bah écoutez, ça fait 48 heures que je suis en travail, ça avance pas, donc franchement, si je peux avoir un petit coup de pouce, ça m'arrangerait. Et, euh, et donc, je décolle de chez moi à 13 heures. Ouais, c'est ça, il est 13 heures. Et là, comme par hasard, dans la voiture, des contractions qui recommencent.
Je me dis, bon, ok, on va voir. Comme par hasard, ça recommence maintenant. Elle est quand même à une demi-heure de chez moi. Bon, ok. Plus on avance, plus je sens qu'elle devient intense. Et mon mari qui me dit, oh, on va faire mi-tour parce que là, franchement, c'est loin en plus. Je dis, non, 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 là, c'est bon. Même la tête entre les jambes, j'y vais parce que là, j'en ai marre. Là. Ça fait 40 heures, il faut que j'accouche, j'en peux plus. Et donc, on arrive à ce rendez-vous. Et donc, cette sage-femme, elle me voit et elle me dit, ouais, mais vous êtes en train d'accoucher là, vous avez des contractions. Je dis, ah oui, 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 mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc là, faut m'aider pour que ça aille plus vite parce que j'en peux plus. Et, et donc, elle me pose ses petites aiguilles et puis elle était toute contente. Elle me dit, ah, depuis le temps que je rêve d'avoir un accouchement dans mon cabinet. Je dis, non, mais je vous explique, c'est pas du tout le projet là. Je rentre chez moi, je demande votre aide pendant 15 minutes et je rentre chez moi parce que vraiment, non, c'est pas le projet. Et elle me dit, oh, est-ce que je peux vous me faire un momito quand même? Je dis, bah, écoutez, si vous voulez, enfin, moi, ça me faisait plaisir de voir mes contractions, alors allez-y. Et donc, du coup, elle me pose le monito et je vois les contractions, tu vois, et je vois qu'elles sont hyper irrégulières. Enfin, des fois, t'en as une super forte, des fois, t'en as une pas forte. En temps, c'est pas régulier. Des fois, t'en as qui restent sur un plateau. Je me dis, bon, ok, enfin, ça se remet en route, mais c'est pas non plus pour tout de suite maintenant. Je vois que c'est hyper irrégulier. Et la sage-femme, tu sais, un peu inquiète mais excitée à la fois. Et puis elle commence à donner des directives à mon mari. Surtout si vous voyez la tête sortir dans la voiture, vous la retenez et tout. Je dis non, mais pas du tout en fait. Je crois qu'on C'est est l'idée. tous sur la même longueur d'onde. C'est non. Je vais rentrer chez moi, ça va aller. Vous inquiétez pas. Et, euh, et donc je discute avec ma sage-femme en même temps. Et elle me dit non, mais rentre chez toi. Écoute mes conseils de vieille sage-femme. Là, tu vas accoucher dans la voiture. Sinon, je dis non, mais t'inquiète, là, c'est que 15 minutes les aiguilles et je rentre. Et au bout de même pas 5 minutes où les aiguilles étaient posées, mais genre là, ça fait pas, 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 pas. Je me dis, ah ouais, c'est impressionnant. Enfin là, hyper régulier en intensité, en temps et tout. Et là, je sens que ça devient vraiment en temps. Je me dis, fou, ok, genre là, on y est, ça y est, c'est relancé. C'est cool, enfin. Et donc la sage-femme arrive, elle m'enlève les aiguilles, on paye vite fait, hop, vite, vite, on se sauve. Et voilà, dans la voiture, par contre, ça commence à devenir vraiment intense. Là, je sens que, tu vois, je commence à devoir vocaliser un peu et tout. Je me dis, fou, mon chéri qui s'inquiète. Il dit, non, mais là, préviens Lola. Je dis, non, mais attends, on va voir. On attend la prochaine contraction. Attends, encore la prochaine. Attends, encore la prochaine. Je dis, bon, ok, allez, je vais envoyer un message. Et tu sais, je recevais un petit message de ma sage-femme toutes les 3 minutes qui me disait, Abby, rappelle-toi, j'habite à 45 minutes quand même. Eh, je veux pas louper cette naissance. Abby, n'hésite pas, j'ai que toi aujourd'hui. Enfin, toutes les 3 minutes, j'avais un rappel de message. Au bout d'un moment, je lui dis, bon, allez, vas-y, je pense que tu peux venir là, ça a l'air d'être bien lancé. Et donc, bah écoute, une demi-heure de route, on rentre, on remplit la piscine, ma sage-femme qui arrive entre-temps. J'étais encore hyper lucide, tu vois, encore hyper là. Donc, elle arrive, je lui propose un café et tout. J'étais encore hyper, ouais, hyper présente. Et là, ouais, à partir de quelques minutes après, ça commence à devenir vraiment intense, vraiment. J'ai géré en étant appuyée contre la vasque de ma salle de bain, tu vois, pendant un sacré moment. Au bout d'un moment, on m'a proposé la piscine, mais tu sais, j'avais même complètement oublié que j'avais une piscine, que je pouvais potentiellement y aller. Enfin, tu vois, j'étais tellement dans mon truc que j'avais complètement occulté ce moment-là. Et donc, du coup, ils l'ont rempli pour moi entre-temps et tout. J'y suis allée. Et à partir du moment où j'ai posé mes fesses dans la piscine, mais waouh, genre, on est monté, mais d'un coup. Donc là, je pense que je devais être à 8-9 cm, fameuse phase de désespérance où là, c'était vraiment très intense. Euh, Et puis, bah écoute, la naissance a déboulé. Et j'essaie de me rappeler un peu, me ramener dans ces moments-là. Mais ouais, ce moment-là était vraiment très intense. J'avoue que c'était moins une partie de plaisir, mais en général, c'est souvent le cas. Et tu sais, je commençais au pic de chaque contraction. Tu vois, j'avais toujours un moment où ça faisait un. Tu vois, j'avais une sensation de pousser quand j'arrivais à la fin et hop, ça redescendait. Mais c'était pas des vraies contractions de pousser où tu pousses sur toute la durée de la contraction, tu vois. C'était un peu bizarre. Je sais pas je sais pas trop ce que ça m'a fait, mais et donc voilà, ça me faisait ça à chaque fois. Et tu sais, je mettais mes doigts et je sentais pas mon bébé. Je disais, mais je comprends pas, ça fait tant de temps que je pousse, il descend pas, je comprends pas. Et je sentais une petite boule de la poche des os, là, tu vois, qui était pas encore rompue. Et là, c'est ma sage-femme qui m'a soufflé dans l'oreille, genre, on n'y est pas encore. Essaye de pas pousser, essaye de détendre et de pas te crisper, parce que là, j'avoue que, tu sais, j'étais posée contre la piscine comme ça, et puis la contraction a recommencé, j'étais là, oh non, c'est un c'est reparti. La contraction qui s'arrête, je me reposais. Et en fait, c'était comme ça tout le temps. Et elle me dit, essaye de pas te crisper, détends-toi, c'est pas encore le moment de pousser et ça va arriver, quoi. Donc en fait, j'ai passé 2 ou 3 contractions, vraiment pas plus, en essayant vraiment d'accepter à fond, tu vois, et de pas lutter. Et après, j'ai eu une longue pause. Et là, je me suis posée, je dis, ah, ça arrive. Genre là, si j'ai cette longue pause après les contractions de poussée, c'est que je sais que mon bébé, il arrive.
Et puis effectivement, là, t'as les contractions de poussée qui commencent. Et franchement, c'est incroyable. Je pourrais le revivre 1000 fois dans ma vie, vraiment. Je trouve ça incroyable comme sensation. Et il a mis du temps à descendre, hein, sacrément. Bah, après, c'était un gros bébé aussi, mais il a mis un bon moment à descendre quand même. Et puis, bah, écoute, je sentais sa progression, tu vois, c'était important pour moi justement de mettre mes doigts et de sentir sa tête et de gérer un peu sa naissance. Et puis, bah, écoute, ça n'a pas bloqué, il est né, tout va bien, quoi. Il faisait combien du coup à la naissance? Et bah, du coup, il faisait 4,90 kg et il faisait 54 cm. Ouais, c'est ça, Mm. 54. Effectivement, un beau, oui, un beau Ouais, gros bébé, quoi. ouais, un beau gros bébé. Est-ce que tu as pris des positions spéciales justement pour l'aider à... enfin, est-ce que tu as ressenti le besoin de prendre des positions spéciales pour l'aider à descendre ou finalement t'as pas senti qu'il était si gros que ça, entre guillemets? Franchement, non. Non, j'étais simplement bah, sur mes genoux, en fait, dans la piscine. Et à aucun moment, ça m'a gênée au niveau du bassin, tu vois. À aucun moment, j'ai senti que je devais changer de position. Enfin, Mm. franchement, nickel. Pour comparaison, ton premier, il pesait combien? Mon premier, il pesait 3,330 kg. Ouais. Et dans Ouais. ton récit, on a l'impression que finalement, ce bébé de 4 kilos, alors même si le travail a été long, mais en termes de sortie et de poussée, t'as moins galéré pour sortir un bébé de 4 kilos qu'un bébé de 3,2 kg, enfin 3,3 kg allongé sur le dos. Ah ouais, carrément. Ah oui, oui. Je dis que ça a pris un bon moment, mais peut-être que c'est mon ressenti aussi qui fait que j'ai l'impression de pousser, pousser, pousser. Mais finalement, je pense pas que c'était si long que ça. Et dans tous les cas, c'était beaucoup moins euh, éprouvant que de devoir pousser comme une malade sur le dos. Et puis, alors que t'es qu'à 9 cm, ou t'es pas prête à faire sortir ce bébé, ou ce bébé n'était même pas encore descendu et pas prêt à naître non plus. Enfin, ah oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mm. Oui, puis tu as eu une sage-femme qui t'a aussi vraiment accompagnée dans toutes les étapes de ton accouchement sans te mettre la pression en disant hep, 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 si dans 30 minutes il n'est pas sorti, va falloir accélérer le processus. Et tu parles aussi de cette phase, je pense que c'est aussi important d'en parler aux femmes, de cette fameuse phase de latence, quand on a des contractions, qu'à un moment il y a une pause. Et qu'ensuite vient le moment de pousser, c'est assez fréquent. Le corps est bien fait, c'est un moment où les femmes peuvent se reposer. Et ça, la maternité, c'est très peu connu et très peu, comment dire, mis en place. Très souvent, on dit aux femmes, vous êtes à dilatation complète, allez hop, on y va, on pousse. Ouais, mais les femmes, elles n'ont pas de contraction des fois à ce moment-là, en fait. Ouais, tout à fait. Et ouais, t'as tout dit. Mm. C'est Est-ce, exactement ça. est-ce qu'il y a un moment pendant tout ce travail, qui a quand même duré enfin, assez longtemps, les 48 heures, plus après, bon, bah, la sortie de ton bébé, est-ce qu'il y a un moment, cette estimation de poids est revenue quelque part en disant, punaise, peut-être que c'est long parce qu'il est gros, peut-être qu'effectivement, tu vois, est-ce qu'il y a certaines peurs qui sont revenues à certains moments? Franchement, non. J'ai l'impression de me répéter, mais vraiment, non, Non. pas du tout. Après, peut-être que ma sage-femme, ça l'a tiqué à un moment donné, mais en tout cas, elle m'en a pas fait part. Donc, voilà. Moi, vraiment pas du tout. Enfin, c'était la dernière chose à laquelle je pensais. Vraiment. J'avais vraiment, vraiment confiance. Je savais qu'il allait naître à la maison. Je savais que ça allait bien se passer. Et j'en avais rêvé au moins 15 nuits consécutives, que tout se passait très bien, qu'il naissait à la maison, toujours avec les mêmes personnes. Donc, vraiment, j'avais très, très, très confiance en mon ressenti là-dessus. Et vraiment, je sentais que ça allait rouler. C'est chouette, c'est beau de se dire que tu étais arrivé à faire tout ce travail justement pour pas que cette estimation de poids puisse venir te faire douter de toi parce que ouais, ça aurait pu effectivement remettre tout en question ton projet, quoi. Ouais. Concernant le placenta aussi, j'aime bien aussi parler de la délivrance du placenta parce que c'est quelque chose dont on parle pas forcément souvent. Est-ce qu'il est venu voilà, rapidement ton placenta après? J'allais y venir parce que donc mon bébé il est né à 17h35 et donc j'étais dans la piscine donc j'accueille mon bébé et puis tu sais j'ai eu un moment aussi pour revenir de ce grand voyage, ce qui est tout à fait normal aussi. Il faut aussi normaliser ça parce que très souvent on se dit oh mon Dieu, c'est parce que j'aime pas mon bébé, j'arrive pas à tout de suite arriver lui parler, etc. Mais non, non, ce que je venais de vivre c'était très intense, donc j'avais vraiment besoin d'un temps pour revenir. Donc j'avais mon bébé contre moi, mais je regardais au ciel et j'étais là, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre, c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai senti vraiment quelque chose sortir de moi et je me suis dit, waouh, c'est quoi? C'est mon placenta là, qui est sorti comme ça? Et du coup, je regarde dans le fond de la piscine et je vois que non, pas du tout, mais c'est seulement beaucoup de sang qui est sorti d'un seul coup. Je me dis, ouf, ok. Bon, j'espère que tout va bien. Du coup, ma sage-femme qui voit ça, elle me dit, oh, tu peux sortir de l'eau quand même? Donc je sors et je m'assois sur le tabouret. Et en fait, ce qui a joué aussi sur le fait que j'arrivais pas vraiment à venir me connecter tout de suite à mon bébé, c'est que j'avais encore beaucoup de contractions qui étaient très intenses et ça me faisait
encore mal, très mal. Et en fait, j'arrivais pas à revenir. J'avais pas ce truc, tu vois, de se dire mon bébé il est né, j'ai plus mal du tout, je tombe en amour avec mon bébé. Non, j'avais encore vraiment mal. Et donc, j'avais des contractions hyper intenses. Et du coup, je sors de la piscine, je m'installe sur le tabouret et là, pof, mon placenta qui sort, c'est réglé. Donc, en fait, le placenta, il est né à 17h37 ou 38. Je sais plus. Donc, genre 2-3 minutes après la naissance de mon bébé, c'était réglé, tout allait très bien, c'est fini, c'est plié, je vais me coucher. C'était vraiment ça. Ouais. Par rapport à la délivrance du placenta aussi, je trouve que c'est important, pareil, pour celles qui n'ont encore pas toutes les notions en termes de physiologique. Pour faciliter la délivrance du placenta, il faut les mêmes conditions pour l'accouchement, donc de l'intimité, de la tranquillité, de la chaleur, enfin, des choses qu'on n'a pas forcément à la maternité et que les femmes, bah, quand elles viennent d'accoucher, vite, il faut couper le cordon, il faut vous examiner, on prend votre bébé, on va le mesurer et c'est tout ça qui peut faire que le placenta traîne à sortir, voire qu'il y ait des hémorragies parce qu'il n'y a pas du tout cet environnement favorable. Et toi, là, tu devais être tellement dans une bulle d'ocytocine que ton placenta, il est sorti immédiatement, Ah, mais quoi. direct. Ah oui, ça a été vraiment dans la foulée, ça a été impressionnant, oui, vraiment. Et donc, du coup, bah, c'était super cool parce que tu sais, il n'y a pas eu ce moment, parce que quand c'est très long aussi, c'est peut-être pas forcément agréable de devoir te remettre dans la sortie du placenta. Alors que là, bim bam boum, tout s'est fait dans la foulée, hop, je vais me coucher. Et là, je rencontre mon bébé. Oh, génial, t'es là, enchantée. Mais ouais, voilà. Bah écoute, ça a Mhm. été hyper cool comme ça et bah, zéro problème évidemment, hein, tout va bien. Et si j'ai perdu beaucoup de sang à ce moment-là, c'est juste que le placenta il s'est tout de suite détaché en fait. Parce que forcément, si le placenta il se détache pas tout de suite, bah t'as pas tout de suite des saignements et ça revient un peu plus tard, etc. Dit que là, bah, j'ai perdu tout ce sang-là parce que tout s'est Mhm. détaché et c'est parti. Ça a l'air, enfin, quand on t'écoute, on sent que c'était très, très intense. Et ce qui ressort de ton récit, c'est que t'as jamais finalement perdu de vue ton projet, t'as jamais douté ni perdu espoir, même quand le travail était long. Bah, voilà, tu voyais tes contractions, elles commençaient un petit peu à ralentir. T'as toujours eu confiance en toi, en ton corps et en ton bébé. Ah oui, totalement. Oui, vraiment. Et même dans le moment qui est le plus difficile de l'accouchement, même si c'était franchement très dur, à aucun moment, mais vraiment aucun moment, je me suis imaginé devoir partir et enfin vraiment, à aucun moment j'ai imaginé ça. Pour moi, je préférais à mille lieues encaisser entre guillemets et passer cette phase de désespérance chez moi que de bouger et d'aller rebelote vivre ce que je voulais pas vivre quoi. C'est vraiment déterminé, donc à aucun moment j'ai eu des doutes là-dessus. Puis il faut savoir aussi que la phase de désespérance annonce souvent une sortie imminente. C'est vraiment souvent la dernière ligne droite, la plus dure, mais très souvent le bébé arrive, le plus dur est fait. Ouais, le plus dur est fait, c'est clair. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman là qui a une estimation de gros bébé? Parce que comme je te disais, moi je sais que j'en ai énormément des estimations de gros bébés. Alors, on va pas lui dire d'accoucher chez elle, parce que comme on a bien compris, ça demande tout un travail. Mais voilà, une future maman qui doit accoucher à la maternité, on lui estime un gros bébé pour qu'elle évite autant que possible de douter d'elle, d'être déclenchée. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour quand même savoir que même, entre guillemets, un gros bébé, bah, il peut sortir. Une compréhension précise de la physiologie de l'accouchement, je pense que c'est primordial, vraiment. Comprendre que si on n'a pas de pathologie et que tout va bien, que notre corps crée ce bébé, c'est qu'on est totalement capable de le mettre au monde. Ça, pour moi, c'est même pas discutable. Évidemment, si en plus on a une estimation de gros bébé, bah, si on respecte la physio, c'est encore mieux, ça c'est clair et net. C'est beaucoup mieux du coup de rester debout, en mouvement, etc. pour permettre aux os du bassin de pouvoir bouger et permettre à bébé de pouvoir passer et se dégager facilement. Donc ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, trouver des praticiens en qui vous avez confiance et qui vous accompagnent vraiment dans votre projet d'accouchement. Pas des praticiens qui vous menacent à tout bout de champ. Mm. Comprendre aussi bah, les protocoles médicaux par rapport à ça et savoir que c'est pas forcément que pour le bien-être de notre bébé ou de nous-mêmes et que parfois ça les arrange aussi pour pouvoir arranger, enfin, pour pouvoir organiser les salles de naissance. Donc ça, si on est dans une très grosse matière, bah forcément ça va jouer. Donc peut-être trouver des plus petites maternités et trouver des sages-femmes qui sont plus sensibles à la physio et qui sont capables de vous faire confiance. Et ouais, voilà, je pense que c'est le plus important. Mm. Je rajouterais le soutien aussi, parce que quand on est seul
à croire en soi, qu'on a un gros bébé, bah, c'est difficile justement de croire en soi, puisque personne ne croit en nous. Donc de bien s'entourer de bah, soit voilà, notre conjoint, soit une amie, soit une doula, d'avoir quelqu'un à nos côtés, notre sage-femme, qui croit en nous et qui nous rappelle que voilà, notre corps, il fabrique un bébé qu'il est capable de mettre au monde. Et je rajouterais même qu'un gros bébé, ce n'est pas une pathologie. Un simple gros bébé, ce n'est pas une pathologie qui justifie d'être déclenché. Il faut que votre bébé soit... Enfin, qu'il y ait une vraie raison médicale, mais juste un gros bébé. C'est même écrit d'ailleurs dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, je le rappelle, c'est bien écrit qu'un bébé macrosome n'est pas un motif de déclenchement. Donc vous avez aussi voilà, un point de négociation avec l'équipe médicale en leur disant, hey, stop, je fais juste un gros bébé, c'est pas une pathologie. Oui, tout à fait. Et on estime que c'est un gros bébé, mais c'est même pas vraiment un gros Ouais. bébé. On ne sait pas, tant qu'il est pas né et qu'on l'a pas pesé, on peut pas savoir. Donc, ça se trouve, c'est un bébé qui fait 3,5 kg. Mm, Donc, vraiment, c'est pas du tout une raison de déclenchement, ça c'est sûr. ouais. Et il y en a des récits de femmes comme ça qui ont été déclenchées et finalement Oui, leur bébé faisait 3,2 kg, voire elles ont fini en césarienne pour un bébé de 3,2 kg, quoi. Ça met vraiment en colère, quoi. oui, Mm. oui, oui. Donc la connaissance, effectivement, la connaissance. Je pense qu'avoir confiance en son corps, ça nous permet de savoir effectivement tous ces mécanismes, le rôle des hormones, le fait que notre bassin il est mobile, qui va s'ouvrir avec le sacrum. Déjà d'avoir toutes ces connaissances, je pense que ça amène vraiment une bonne dose de confiance en soi et en son corps pour se dire, OK, je suis capable de mettre ce bébé au monde. Je pense que je peux rajouter quelque chose aussi, de vraiment cultiver ça pendant qu'on est enceinte, de vraiment prendre le temps de se connecter à son bébé et que ça, c'est hyper, hyper bénéfique pour le jour de l'accouchement, de réussir à toujours se connecter à son bébé, lui faire confiance Mm. et que même si vous, à un moment donné, vous perdez confiance, vous savez plus vraiment si vous en êtes capable, entre guillemets, essayez de vous connecter à votre bébé et vous dire que lui, par contre, il sait faire dans tous les cas. Même si vous, à ce moment-là, vous perdez confiance, votre bébé, il sait faire, il sait naître, il a cette intelligence incroyable de savoir naître et passer à travers vous. Donc, vous faites équipe, vous êtes deux à le faire, vous n'êtes pas toute seule. Et ça, c'est bon de se le rappeler parce que très souvent, on a un peu l'impression d'être seul au monde, perdu là, en train de vivre tout ça. Mais non, on est vraiment deux à le faire. Et pour bébé aussi, c'est sûrement pas facile. Ouais, je trouve que c'est important effectivement de se rappeler que notre bébé, il n'a pas besoin de cours de préparation à la naissance pour naître, il sait faire. Notre bébé, il sait pas le poids qu'il fait, donc lui, il s'en fout, il va sortir coûte que coûte. Et oui, il sait naître, lui, il sait exactement ce qu'il doit faire, donc c'est rassurant, comme tu dis, quand on doute un peu de soi, de se dire, ouais, mais moi, mon bébé, il doute pas de lui. Lui, il va faire le travail le jour J, et je peux vraiment compter sur lui pour m'aider, et qu'on va faire un beau travail d'équipe, quoi. Ah, parce que c'est impressionnant aussi, tous les mouvements que bébé effectue pour pouvoir naître, c'est impressionnant et c'est des connaissances aussi solides, je pense, qu'on doit avoir avant d'aller accoucher parce que ça permet de se connecter à lui et de savoir ce que lui est en train de faire exactement à ce moment-là. Et je trouve ça fou que lui n'ait pas besoin de réfléchir et de, ouais, comme tu dis, de cours de préparation à l'accouchement, etc. Lui, c'est inné, il sait ce qu'il doit faire, il fait tous ses petits mouvements, il fléchit sa tête, il tourne, il pousse avec ses petits pieds et puis hop, il défléchit sa tête. Enfin, c'est impressionnant quand même. Ouais, ouais. Des choses ouais, qu'ils savent faire de façon innée, du moment qu'ils sont pas aussi entravés. Effectivement, comme on disait, voilà, une femme qui est allongée sur le dos, qui peut pas bouger, ben là, effectivement, ça l'aide pas. Et quand c'est des gros bébés, ils ont encore plus besoin de cette mobilité, de cette gravité, du fait de voilà, que le bassin soit mobile autant que possible. C'est toutes des choses qu'on peut mettre en place, nous, pour lui faciliter le boulot, quoi. Oui, tout à fait, c'est un travail d'équipe. Nous, rester mobile et dans la gravité pour que lui puisse descendre facilement et s'engager, se dégager facilement aussi. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et en fait, on dit que les bébés n'ont pas besoin de cours de préparation à l'accouchement, mais en vrai de vrai, je pense que nous, finalement, on n'en a pas besoin non plus parce que tout se fait naturellement comme aller aux toilettes et on réfléchit pas quand on va aux toilettes, ça se fait et puis c'est tout en fait. Et c'est exactement pareil, c'est juste qu'aujourd'hui, on a tellement de conditionnements, tellement de croyances autour de l'accouchement qu'en fait, on est obligé de faire tout ce travail et de se préparer en amont et de comprendre la physio et de déconstruire toutes les croyances et les peurs et les machins et les protocoles médicaux pour réussir à vivre quelque chose des plus naturels et des plus simples au monde en fait. Mm. Ouais, qui ne nécessite pas à la base cette fameuse préparation. Ouais, c'est ça. Mm, Et mm, donc en fait, maintenant, on a besoin de connaissances pour réussir à débrancher notre néocortex pour justement ne pas réfléchir pendant l'accouchement. Enfin, c'est mm, vraiment... Il faut faire tout le travail inverse pour revenir à quelque chose de finalement instinctif. ouais. Et rappeler effectivement, comme je dis souvent, notre corps il sait faire, c'est souvent notre mental qui a besoin d'être rassuré, mais notre corps, lui, il s'en fout. Il le mettra au monde, notre bébé, quoi qu'il advienne. Ah bah oui, tout à fait. Et puis ça nous arrange pas forcément, comme voilà, par exemple un travail qui se stoppe parce que ton corps scanne que c'est pas le moment, bah, ton mental, ça ne l'arrange pas, hein. Mm, c'est Ça ne sûr. l'arrange pas du tout. Mais le corps, il est hyper intelligent et il sait ce qu'il a à faire. Donc, Mm. confiance.
Ouais. Pour finir cet épisode, tu disais que toi, tu accompagnais les femmes qui souhaitent accoucher à domicile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement s'il y a des femmes voilà, qui voudraient que tu les accompagnes par rapport à leur accouchement à domicile? Oui, donc moi j'accompagne oui, les naissances à domicile en Île-de-France. Là en ce moment je suis à Bali, donc je suis pas en France. Je rentre dans 4 5 mois à peu près. Voilà. Donc ça c'est mon cœur de métier, vraiment c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Et j'adore aussi évidemment accompagner les femmes pendant leur grossesse vers un accouchement physio. Donc là par contre j'accompagne aussi des femmes qui ont des accouchements enfin des projets d'accouchement à l'hôpital. Donc vraiment on voit toute la physiologie de l'accouchement, enfin un peu tout ce qu'on a parlé là. Donc voilà, je fais surtout ça en ce moment, du coup, en visio. J'organise souvent aussi des ateliers avec plusieurs femmes, on fait ça en groupe, c'est hyper sympa. Et dans 4 5 mois, je reprends les naissances à domicile. Tu accompagnes les accouchements à domicile? Ou Ouais, tu fais juste la préparation? Non, tu accompagnes aussi. ouais, je suis là. Ok. Mm. Ça- Bah, je mettrai toutes tes informations aussi dans la description du podcast. Comme ça, s'il y a des femmes en Île-de-France qui veulent que tu les accompagnes pour leur accouchement, eh ben, elles pourront te contacter. Merci. Eh ben, merci à toi en tout cas pour ce récit, ce partage. Qui, alors je te dis, je pense qu'il y a plein de femmes qui vont écouter parce que dès qu'elles ont des gros bébés, moi j'oriente vers mes épisodes de podcast et je trouve que c'est hyper rassurant de savoir que voilà, même à domicile, c'est possible de mettre son bébé, son gros bébé, je mets des gros guillemets, mais voilà, d'accoucher en toute sécurité d'un soi-disant gros bébé, c'est faisable et surtout pour que les femmes puissent vraiment nourrir leur confiance en leur corps et en leur bébé, quoi. Oui, si ça peut aider, j'en suis vraiment ravie. Eh ben merci à toi en tout cas pour ce Merci. partage et puis je te Merci. dis bah à très bientôt. Bientôt.